dès juillet 1960, les États-Unis ont imposé les premières mesures de rétorsion économique, les premières sanctions économiques. Alors il est intéressant de voir que la rhétorique diplomatique utilisée pour justifier l'hostilité vis-à-vis de Cuba, la rhétorique diplomatique états-unienne, a fluctué au fil des ans. Lorsque l'administration Eisenhower impose les premières mesures de rétorsion économique, elle explique qu'elles sont dues au processus de nationalisation et d'expropriation réalisé par le gouvernement révolutionnaire. Puis, un an plus tard, lorsqu'en février 1962, l'administration démocrate de Kennedy impose les sanctions économiques totales, il y a une légère évolution de cette rhétorique. Il ne s'agit plus du processus d'expropriation et de nationalisation, mais de l'alliance avec l'Union soviétique. En raison de l'alliance avec l'Union soviétique, Washington ne peut pas maintenir des relations normales avec le gouvernement de Fidel Castro. Dans les années, avançons un peu dans l'histoire, dans les années 60-70, nouvelle évolution du discours diplomatique états-unien. Ce qui fait obstacle à la normalisation des relations entre Washington et la Havane, c'est le soutien qu'apporte Cuba au mouvement indépendantiste et révolutionnaire en Amérique latine et dans le tiers-monde, notamment en Afrique. Il faut savoir, et vous le savez déjà, que Cuba a joué un rôle fondamental dans la libération et la préservation de l'indépendance des pays de l'Afrique australe. Cuba joue un rôle décisif dans la préservation de l'indépendance de l'Angola, lorsque le régime suprémaciste et raciste d'Afrique du Sud a envahi l'Angola, riche en ressources minières. Cuba est intervenu militairement pour préserver la souveraineté de cette nation. Cuba joue un rôle décisif dans l'indépendance de la Namibie, dans l'indépendance du Zimbabwe, dans l'élimination du régime raciste de Pretoria. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Nelson Mandela, qui, comme vous le savez, lorsqu'il a été libéré, après la lutte du peuple sud-africain, le premier voyage qu'il a effectué hors d'Afrique, ça n'a pas été à Paris, ni à Washington, ni à Londres, mais à la Havane. Et en juillet 94, le 26 juillet 94, à Matanzas, si ma mémoire est bonne, il a déclaré « Sans l'intervention décisive des Cubains, je serai toujours en prison. » Parce que les Cubains ont infligé, avec l'aide des troupes angolaises, ont infligé une défaite décisive à Cuito Cuanavale, à l'armée suprémaciste sud-africaine qui était financée par, vous le savez, Londres, Paris, Washington. Donc, c'était ce soutien militaire et politique, selon Washington, qui justifiait la persistance de la politique d'état de siège contre Cuba. Ensuite, en 1989, chute du mur de Berlin, 1991, effondrement de l'Union soviétique. Si la rhétorique diplomatique usitée pendant 30 ans avait eu un quelconque fondement, Washington aurait normalisé les relations avec la Havane. Qu'ont fait les États-Unis? Un an plus tard, en 1992, ils ont procédé à une recrudescence des sanctions économiques en adoptant la loi Torricelli.